Très bon début de week-end à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres. Ouvertes le jeudi 21 juillet dernier, les assises du 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 22 juillet 2022. En marge de ces travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde Kyenge, en compagnie des présidents et chefs du gouvernement, a assisté à l'inauguration de la route périphérique d'Arusha. Procès Bukanga Lonzo, la Cour de cassation vient de renvoyer les dossiers à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 162 et 164 de la Constitution. C'était au cours de l'audience de ce vendredi. Enfin, journée marathon pour les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce vendredi 22 juillet 2022, Jean-Jacques Mbungani et Véronique Kilumba ont inspecté les différents hôpitaux de Kinshasa en vue de palper certaines réalités pour y apporter des solutions adaptées. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvertes les jeudi 21 juillet dernier, les assises du 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 22 juillet 2022. En marge de ces travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalu Konde Kyenge, en compagnie des présidents et chefs de gouvernement, a assisté à l'inauguration de la route périphérique d'Arusha, ville située dans le nord de la Tanzanie et qui fait frontière avec le Kenya, longue de 42,4 km. Cette route, qui débouchera jusqu'au port de Mombasa au Kenya, a été construite pour permettre la connectivité et l'intégration des pays membres de cette communauté. Il s'est tenu à Luanda, en Angola, la réunion de la commission mixte RDC-Rwanda, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, et son collègue rwandais, Vincent Biruta. Un communiqué a sanctionné la fin des travaux, lesquels prévoient la cessation immédiate des hostilités et le retrait du 1-23, sans oublier le déploiement rapide de la force régionale selon l'esprit du processus de Nairobi. Et parlons des conséquences de cette guerre du 1-23 à Rutshuru. Plusieurs villages et localités du territoire de Rutshuru ont été vidés de leurs habitants qui ont fui les affrontements entre ces rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo. Des milliers de déplacés qui se trouvent en Ouganda ou dans d'autres coins du Nord Kivu passent nuit à la Belle Étoile. Ils sont sans assistance et certains tentent de regagner leur village sous occupation du 1-23. Les détails dans ce récit des Krioni Kibungu. Depuis le début des affrontements qui opposent le rebelle du M23 et les FARDC, plusieurs villages et localités dans le groupement Chomba, Boueza, Gizigari et Buzanza dans l'est du territoire de Rutshuru ont été vidés de leurs habitants. Plusieurs déplacés de guerre sont visibles en Ouganda, précisément à Nyarundo et Kibaya, non loin de la cité de Bunagana. D'autres déplacés internes sont visibles à Rutshuru Centre, Kiwanja, Rubare, Tamongenga et Kabaya, et plusieurs d'autres dans des familles d'accueil dans plusieurs villages qui sont sous contrôle de FARDC dans la chefferie de Boucha, territoire. Depuis le 28 mars 2022, plus de 100 000 personnes ont fui leur village et avec la prise de Bunagana, de milliers de déplacés passent nuit à la Belle Étoile dans des campements de déplacés en Ouganda, précisément à Nyarundo et Kibaya, sans assistance du gouvernement ougandais. Affaiblis par la faim, ils sont nombreux qui prennent le risque de regagner leur maison malgré l'occupation de ce village par les insurgés du M23. Selon plusieurs témoins, le rebelle du M23 leur impose plusieurs taxes. Chaque personne qui habite dans le territoire que contrôle ce rebelle paye 10 $ d'impôts. Même les bêtes et bétail, plantations et champs sont exigés, y compris l'impôt locatif. Jusqu'à présent, les rebelles terroristes du M23 sont visibles à Bunagana, Shengengero, Kinyangurube, Buguza, Chanzi, Runyoni, Gitovu, Rutshuru. Bref, les insurgés contrôlent une grande partie du groupement Buba, une petite partie du groupement Boueza et Gizigari et quelques localités dans le groupement Bunzanza, le long de la frontière rwando-ougandais-congolaise. Selon plusieurs sources en provenance de l'Ouganda, le rebelle du M23 se ravitaille en vivres et non-vivres.
En justice, procès Boukangalonzo, la Cour de cassation vient de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 162 et 164 de la Constitution. C'était au cours de l'audience de ce vendredi présidée par le procureur général de la Haute Cour. Le reportage de Jancy Rachidi. Finalement, le procès Boukangalonzo n'a pas connu sa fin aujourd'hui. Comme l'ont espéré les membres du parti politique LGD, Leadership Gouvernance pour le Développement, d'Augustin Matata Ponyo, venus nombreux pour soutenir leur autorité morale. Le premier président de la Cour de cassation a renvoyé ce vendredi après délibération les dossiers à la compétence de la Cour constitutionnelle pour interprétation des articles 162 et 164 de la Constitution. Une décision qui salue le secrétaire général du LGD, Franklin Tiamala. Jamais un homme n'a été assiégé autant que Matata Ponyo Mapo, le président du LGD. Il vous souviendra que la Cour de cassation avait en son temps été saisie. Elle s'est déclarée incompétente dans les mêmes conditions et a envoyé ce dossier à la Cour constitutionnelle. Et vous avez suivi qu'une fois saisie, la Cour constitutionnelle, la haute cour, la cour des cours, s'est déclarée incompétente au motif, simplement, dans son arrêt, que l'action qui était engagée par les ministères publics contre le président du LGD, qui se trouve être le premier ministre honoraire Matata Ponyo, je disais, l'action qui était engagée par le procureur général, qui est la Cour constitutionnelle, était inconstitutionnelle. C'est écrit. Nous sommes revenus et vous avez suivi, cette Cour sursoit, la Cour de cassation, sursoit à l'action qui était engagée par les ministères publics, de nouveau ici, dans un théâtre qui ne dit pas son nom, au motif, encore une fois, que cette action-là est inconstitutionnelle. Mais encore une fois, elle sursoit d'engager les procédures et nous dit qu'elle renvoie le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle qui s'était déjà elle-même déclarée incompétente. Quelle foi! Voilà. Mais dans tous les cas, nous disons que nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Le Premier ministre Matata Ponyo, s'il y a une figure qui a déjà été peinte dans ces pays, c'est la figure du Premier ministre Matata Ponyo qui a été sculptée. Parce que dans ces pays, la gouvernance de qualité a un nom. La gouvernance de qualité a un visage. C'est le visage du Premier ministre Matata Ponyo Mapo. C'est ce que les Congolais retiennent de Matata et s'étonnent. Et s'étonnent au lieu d'engager les vrais procès. Des vrais procès. Et nous attendons ça. Contre les voleurs de la République qui se dénoncent eux-mêmes. Pour rappel, lors de la précédente audience, les avocats de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo avaient soulevé quelques exceptions, notamment sur l'incompétence de cette haute juridiction de pouvoir juger l'ancien Premier ministre congolais, car à ce jour, il est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis en tant que Premier ministre. Il faut signaler que c'est après l'interprétation par la Cour constitutionnelle des articles 162 et 164 de la Constitution que l'on saura l'issue de cette affaire qui n'a que trop duré. Au chapitre de réaction, Serge Kabiata, cadre des LGD, parti cher à Matata Ponyo, se dit déçu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et il précise que cette haute juridiction du pays devrait naturellement se déclarer incompétente et ainsi mettre fin à l'action politique déclenchée politiquement contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il est une fois de plus au micro de Jancy Rachidi. J'ai écouté ici les autres disent qu'ils ont la joie parce que même moi en tout cas je suis déçu. Je suis déçu parce que nous étions venus ici pour une seule cause. Nous étions ici à l'audience précédente. Il était question que la Cour de cassation nous dise qu'elle est incompétente ou bien compétente pour juger l'ancien Premier ministre à la personne du sénateur Matata Ponyo Mapo. C'était ça d'ailleurs la défense de nos avocats. Il y avait quelques exceptions, des articles constitutionnels qui ont été évoqués par nos avocats. Maintenant, il a fallu que la Cour constitutionnelle dise
soit elle est compétente, soit elle n'est pas compétente. C'était juste ça. Donc, si nous étions venus, c'est pour attendre oui ou non de la Cour constitutionnelle. Mais à notre grande surprise, la Cour de cassation nous renvoie à la Cour constitutionnelle, une cour qui avait déjà déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Je ne sais pas, nous avons maintenant là-bas à la qualité de qui. Pour interpréter l'article 162 qui n'a pas d'ailleurs été parmi les articles que nos avocats avaient demandé, avaient évoqué. L'article 162 de la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle va maintenant chercher pour se trouver le juge naturel de Matata Ponyo. On va se rendre à la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation du consortium démocratie et droits de l'homme conduite par le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela Kabena. La délégation voulait s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral en RDC. Le reportage de Bienvenue Yaï. Les échéances électorales avancent à pas des géants. Entre-temps, beaucoup d'activités conditionnent la bonne tenue des scrutins, notamment l'opération de la cartographie qui touche à sa fin, l'enrôlement des électeurs qui pointe à l'horizon. Puisque la société civile a aussi un rôle à jouer dans le travail qu'a la CENI, c'est ce qui justifie la démarche du consortium démocratie et droits de l'homme dont la délégation voulait s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral en RDC. Parmi les questions soulevées, il y a par exemple l'implication de la diaspora dans le processus. Nous sommes venus rencontrer le leadership de la CENI pour nous imprégner de l'état de lieu du travail de la CENI, l'état de lieu du processus électoral qui est déclenché depuis quelques mois dans notre pays, mais également présenter le consortium, ce champ d'intervention, ces zones d'intervention, sa mission auprès de la CENI, parce que le travail que la CENI est en train de développer, il y a une bonne partie du travail qui doit aussi partir des organisations de la société civile, ce qui a fait que nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour sur l'agenda de la CENI. Il y a la cartographie qui est en train de se passer, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans, tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source, autoriser, prendre la bonne information de telle manière la divulguer au niveau de la communauté. À l'issue de ces échanges, la délégation s'est dite satisfaite des informations fiables puisées à la bonne source afin de les relayer auprès de la communauté. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique après évaluation du processus de recrutement du personnel opérationnel en cours pour la révision du fichier électoral. Les dispositions suivantes ont été prises. La date de clôture des dépôts de candidature initialement prévue le jeudi 21 juillet est reportée à dimanche 24 juillet 2022 à 18h heure locale. La présélection des candidats aux différents postes prendra fin le lundi 25 juillet 2022. L'affichage des listes des candidats retenus pour le test interviendra le mardi 26 juillet 2022 au secrétariat exécutif provincial CEP et aux antennes de la CENI. La CENI encourage tous les candidats aux différents postes FEP, FET, OPES et PF à postuler en ligne suivant le lien recrutement.ceni.cd ou à déposer leur dossier de candidature auprès des panels installés au CEP et aux antennes de la CENI. Chaque candidat devra se munir de la photocopie de sa carte d'électeur ou de toute autre pièce pouvant prouver son identité. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. La CENI rappelle à l'opinion publique que le processus de recrutement est totalement gratuit. En politique, la réaction de Jean-Marc Kabound ne s'est pas faite attendre au lendemain du dossier disciplinaire ouvert à sa charge par le bureau de l'Assemblée nationale. L'ancien vice-président de la Chambre basse du Parlement considère cette démarche comme l'expression d'une panique. Daniel Kamboa nous en dit plus. Les députés national Jean-Marc Kabound risquent gros à l'Assemblée nationale où il siège désormais comme un élu des mots en bas après sa démission du bureau de la Chambre basse du Parlement comme premier vice-président.
Le Biromboso a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire après sa sortie médiatique du lundi 18 juillet 2022 à Kinshasa. Selon le bureau de cette chambre, Jean-Marc Kabound a tenu des propos diffamatoires et outrageants à l'endroit du président de la République, chef de l'État, de l'Assemblée nationale et d'autres institutions au cours de son point de presse. Comportement qui désapprouve et condamne avec fermeté le Biromboso, qui les qualifie d'indigne d'un député national et dont les propos constitutifs de l'infraction d'outrage au chef de l'État devraient interpeller les autorités judiciaires compétentes. Dans sa réplique, Jean-Marc Kabound a, dans une interview accordée à RFI, qualifié cette démarche d'expression d'une panique. Il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. À la question de l'enrichissement illicite, Kabound parle de bêtises humaines. En revanche, il accuse ses anciens collaborateurs d'avoir volé des centaines de millions de dollars qui quittaient les pays à bord des jets privés et l'avoir investi dans des paradis fiscaux. C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions, le plus budgétivore. J'en faisais partie, je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound précise que son parti politique, Alliance pour le changement, n'a pas été créé pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit, tout en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Il convient de rappeler que l'ancien président par intérim du parti au pouvoir UDPS, Jean-Marc Kabound, a créé son propre parti, l'Alliance pour le changement, en début des semaines après une sortie médiatique au cours de laquelle il a critiqué des actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tout à fait autre chose à présent, assainissement du paysage médiatique de l'audiovisuel en RDC. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, accorde un moratoire de 21 jours aux télédistributeurs et éditeurs des programmes répertoriés. C'est ce qui ressort du communiqué du ministère de la Communication et Médias parvenu à la rédaction de Congo Buzz Télévision. Suivez la lecture de ce communiqué faite par Joël Isselona. Dans le cadre du programme d'assainissement du paysage médiatique de l'audiovisuel en République démocratique du Congo, conformément aux missions assignées à la mission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés en République démocratique du Congo, tel qu'indiqué dans l'arrêté numéro 013/CAB/M Comédia/PMK/12/2021 du 15 décembre 2021 du ministre de la Communication et Médias portant création d'une commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans le secteur audiovisuel public et privé, suivant la recommandation 69 du rapport général de travaux des États généraux de la Commission et médias tenu au mois de janvier dernier qui vise l'assainissement du secteur médiatique congolais par l'identification, le contrôle et la mise en conformité des médias, considérant la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi
Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, celle d'opérer la salubrité médiatique, notamment dans l'espace audiovisuel congolais. Le secrétariat général à la communication et médias a procédé à la révisitation des dossiers de chaque télédistributeur ainsi que des éditeurs de programmes opérant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces exercices d'études et d'analyse des dossiers a été sanctionné par la conclusion suivante. La République démocratique du Congo compte 8 télédistributeurs à ce jour et 260 éditeurs de programmes répertoriés pour la ville de Kinshasa, dont 200 sont opérationnels. Il a été constaté que la quasi-totalité des éditeurs de programmes répertoriés ne sont pas en règle, tant sur le plan administratif, technique que financier. Ainsi, un moratoire de 21 jours est accordé à tous les télédistributeurs et éditeurs de programmes à dater de ce vendredi 22 juillet 2022. Ils sont priés de passer au cabinet du ministre de la Communication et Médias, 6 au numéro 83 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, dans la commune de la Gombe, pour la régularisation de leurs dossiers respectifs. Cette étape de régularisation sera suivie d'une mission de contrôle des viabilités et de conformité au sein des installations respectives de chaque télédistributeur et éditeur des programmes pour constater l'existence d'équipements techniques requis et infrastructures adéquates. Passé ce délai, le ministère sera dans l'obligation d'une part de déconnecter les impétrants éditeurs qui ne seront pas en règle avec l'État et d'autre part de connecter d'autres impétrants qui seront en ordre. Fait à Kinshasa le 21 juillet 2022, Patrick Mouyaya Katemboui. On va parler éducation. Il s'observe une grève sèche à l'université de Kinshasa. Depuis l'annonce par l'association de professeurs de l'UNIKIN, les activités tournent au ralenti, ce qui perturbe le calendrier académique, alors que les étudiants attendent la proclamation de résultats des épreuves avec impatience. Le reportage de Deborah Wamba. Les activités tournent au ralenti, on observe à l'université de Kinshasa. Un mouvement à vitesse plus basse, certaines portes sont fermées, quelques étudiants circulent sur le campus, c'est le climat qui règne actuellement à la colline inspirée depuis la grève décrétée le 20 juillet par l'association des professeurs de cet alma mater. Ce qui perturbe le calendrier académique alors que les étudiants attendent les résultats finaux de leurs épreuves. Par rapport au climat au sein de l'université, je pourrais dire que le climat est un peu timide. Bon, par rapport à nous autres, nous étions déjà sur le point de passer la deuxième session au courant de la semaine prochaine, donc ici c'est lundi. Mais par rapport aux informations qui circulent dans différents groupes sur les réseaux sociaux et dans nos groupes d'étudiants, nous sommes mis au courant qu'il y a un mouvement de grève au sein de l'université. Cependant, dans une correspondance du 21 juillet émanant du cabinet du recteur, les activités académiques et scientifiques se déroulent normalement. Entre-temps, les étudiants s'impatientent. D'autre part, il y a ceux qui disent que non, les professeurs ne sont pas en grève, les activités doivent se poursuivre. Donc nous sommes dans une inquiétude, je pourrais dire, de mon côté. Et parce que le département, de notre côté, il y a eu un message par rapport à nous autres qui devrions passer la session au courant de la semaine prochaine. On nous dit que non. Nous serons tous informés, je pourrais dire, par rapport à la reprise des activités. Nous demandons juste aux autorités compétentes de notre pays et de celles de l'université, de mieux prendre les choses en main. Il s'y est dénoté que c'est depuis le mercredi 20 juillet que l'association des professeurs de l'UNIKIN a décrété le mouvement des grèves alors qu'ils réclament le paiement de leurs primes de recherche, le paiement des salaires de base, la mécanisation des nouveaux docteurs, la correction des grades ainsi que la distribution des véhicules. Et en santé, je disais dans le titre, journée marathon pour les ministres de la Santé publique, hygiène et prévention ce vendredi 22 juillet 2022. Jean-Jacques Mbungani et Véronique Kilumba ont inspecté les différents hôpitaux de Kinshasa en vue de palper certaines réalités pour y apporter des solutions adaptées.
partie du district de la Tchangou. Cette visite sera bouclée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Santé encore, les maladies diarrhéiques figurent parmi les maladies qui affectent le plus les habitants de la cité de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet état des choses est dû à la mauvaise qualité d'eau consommée par cette population, d'où l'appel lancé à l'endroit des autorités pour remédier à cette situation. Joël Isselona signe ce reportage. Nous sommes à la cité côtière de Mwanda. Ici, plusieurs types de maladies affectent la population de cette cité de la province du Congo central. Parmi ces maladies figurent les paludismes, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la tuberculose et autres. S'agissant des infections respiratoires aiguës, celles-ci sont souvent causées par un virus qui se propage par les voies aériennes, alors que le paludisme, lui, est dû à la présence de plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Celles-ci peuvent amener à la mort. À cela s'ajoutent les maladies diarrhéiques dues généralement à la mauvaise qualité de l'eau consommée par cette population. Comme nous l'explique Dr Philippe Suela, médecin directeur à l'hôpital général de référence de Mwanda. Le palu est la première maladie pratiquement qui amène les gens à consulter à l'hôpital. En deuxième lieu vient les infections respiratoires aiguës. Parmi les maladies liées à l'eau, c'est-à-dire à la qualité de l'eau, nous avons les maladies diarrhéiques, certaines maladies diarrhéiques, mais il y a également certaines maladies qui sont plus ou moins rares, mais que nous avons dans notre zone de santé. On peut parler du saturnisme, ça c'est lorsque l'eau est contaminée en plomb. Mais il y a également certaines maladies comme la schistosomiase qui est également due à la qualité de l'eau. En tout état de cause, les autorités gouvernementales et en particulier l'autorité sanitaire est appelée de mettre le bouchon double pour améliorer l'accès à la santé à la population congolaise en général et pour les cas d'espèce à la population de la cité de Mwanda. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres. Ouverte le jeudi 21 juillet dernier, les assises du 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 22 juillet 2022. En marge de ces travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi Kyenge, en compagnie des présidents et chefs de gouvernement, a assisté à l'inauguration de la route périphérique d'Arusha. Procès Bukangalonzo, la Cour de cassation, vient de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 162 et 164 de la Constitution. C'était au cours de l'audience de ce vendredi. Enfin, journée marathon pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce vendredi 22 juillet 2022, Jean-Jacques Mbungani et Véronique Kilumba ont inspecté les différents hôpitaux de Kinshasa en vue de palper certaines réalités pour y apporter des solutions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir reçu chez vous. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.